J'espère que je ne fais pas d'erreur dans là-dedans. Bérard Montpetit. Est-ce que c'est Bernard ou Bérard Montpetit? Je ne sais pas. Gérard, d'accord. Alors, je m'excuse, M. Monti. D'accord. Alors, allez-y, vous avez droit à 2 questions. Bonjour, M. le Président. Moi, mes questions vont aller sur la big picture, donc la vue d'ensemble, pour justifier le projet. Puis, il y a eu des débuts de réponse avec l'intervenant précédent. Et j'aimerais faire le lien avec un article dans Le Devoir du 16 janvier où on dit que 2 milliards de dollars pour une centrale fermée. Donc, si ma mémoire est bonne, il y a une douzaine d'années, en 2003-2004, il y avait un projet du Surroi pour bâtir, pour construire une dizaine d'usines de centrales au gaz. Il y a eu un tollé, puis on a dit non, mais il y a TransCanada Énergie qui a été bâti. Alors, ma première question, puis ça, il y a un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut se fier sur les évaluations des besoins par Hydro-Québec, compte tenu qu'on voulait bâtir 10 centrales au gaz, mais que la seule et unique qui a été bâtie est tellement inutile qu'il faut payer pour ne pas qu'elle produise. Donc... Vous me dites que Hydro voulait construire 10 centrales au gaz? Je parle du gouvernement. Ah, c'est pas Hydro, ça. D'accord. Mais c'était le projet de construire une dizaine d'usines. Puis la première, le Surroi, c'était dans la région de Port-Noir. Oui, mais quelle est votre question? C'est parce que dans le moment, là, je vois, vous faites plus un commentaire qu'une question. Bon. Alors, est-ce qu'on peut se fier aux évaluations, puisqu'on devait avoir une dizaine d'usines, puis que la seule qui a été construite n'est pas utile. Donc, il faut payer 2 milliards durant sa vie pour pas qu'elle produise. Alors, j'adresserai la question au ministère de l'Énergie et des Ressources. Comment vous en êtes venu à la conclusion qu'il fallait faire 10 centrales au gaz à un moment donné? Parce que c'est exact d'abord ce que monsieur dit, et deuxièmement, comment vous y êtes arrivé à cette conclusion? Monsieur le Président, moi, je ne suis pas personnellement en mesure de répondre à cette question. Je fais appel à mon collègue s'il veut répondre. Sans ça, nous allons certainement relayer la question au ministère. Est-ce que vous êtes en mesure de nous fournir une réponse ou un début de réponse? Vous pouvez vous asseoir là ou en avant, c'est comme à votre choix. Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît, pour les fins de la scénographie? Bonjour, Philippe Doyon, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Direction générale de l'électricité. Je vous dirais que j'aimerais mieux prendre la question en délibéré et avec une réponse plus précise. Je n'ai pas les mêmes souvenirs que monsieur ici à cet égard. Alors, pouvez-vous peut-être trouver la réponse pour demain après-midi à la séance? Oui, effectivement. Bon, alors nous allons vous donner la réponse demain. On pourrait peut-être demander aussi comment Hydro-Québec fait ses précisions et qu'est-ce qui explique que, après avoir été d'accord que TCE, TransCanada Énergie, on voulait produire jusqu'en 2026 à plein régime et au bout de 2 ans, on dit non, on n'a plus besoin. Il y a eu quelque part quelque chose là, qui a changé. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire un changement de cap aussi important? Dans le cas de TCE, il faut se rappeler que les discussions avaient débuté en 2002 et le besoin qui était exprimé, c'était pour combler un besoin en base, donc vraiment 8 760 heures par année pour de l'énergie. La centrale a produit les premières années, 2006-2007, sauf qu'il y a eu un fort ralentissement dans le domaine de la grande industrie et en 2008, la récession qui a vraiment frappé durement les industries, dont les pâtes et papiers au Québec. Et c'est suite à ces événements-là que la demande a fléchi de façon importante et qu'il y a eu une démonstration auprès de la Régie de l'énergie que c'était plus économique pour les clients d'Hydro-Québec de suspendre la livraison en base de cette centrale-là
plutôt que de gonfler les surplus d'énergie. Donc, c'est vraiment les phénomènes de la baisse du secteur industriel, de la grande industrie, combinés avec la récession. Et également, dernier élément qui n'est pas négligeable, c'est qu'au même moment, il y a eu des demandes de notre actionnaire d'inclure à nos moyens de production de l'énergie renouvelable. Donc, on a un 4000 MW d'éolien qui s'est également ajouté. Pour le bénéfice de l'audience, comment Hydro-Québec fait ses prévisions? Alors, le mécanisme. OK. Là, il y a des équipes de prévisionnistes que c'est leur travail à temps plein. Ils tiennent compte de la croissance démographique, ils tiennent compte des paramètres économiques, ils tiennent compte des nombres de ménages qui s'ajoutent à chaque année, ils tiennent compte des secteurs énergétiques. Donc, il y a des spécialistes qui suivent chacune des industries, les alumineries, les pâtes et papiers, la sidérurgie, pour voir la croissance de ces croissances ou décroissances. Et l'ensemble des phénomènes, des facteurs qui influent la demande sont évalués par ces gens-là. Et nous, ces prévisionnistes-là, à Hydro-Québec, établissent la prévision de la demande qui est par la suite débattue devant en fait, la Régie de l'énergie. Dans le contrat que vous avez signé avec TCE, vous prévoyez qu'avec un préavis de 3 ans, vous pourriez demander à la centrale d'être relancée à pleine puissance. Est-ce que ça veut dire que vos prévisions peuvent difficilement se faire sur un horizon moindre que 3 ans, ou pas plus de 3 ans? C'est-à-dire que présentement, vous ne prévoyez pas, d'ici 3 ans, qu'il y aura un besoin de relancer la centrale à plein régime. Bon. Donc, ça veut dire que vos prévisions ne voient pas, dans un horizon quelconque, ce besoin-là. Tout à fait. Les prévisions que l'on voit présentement présentent des surplus en énergie pour de nombreuses années et il serait fort étonnant, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on ait besoin de recourir de nouveau à la centrale de TransCanada en base. Mais qu'est-ce qui arriverait si, disons, dans 4-5 ans, une fois ça a coûté 75 millions pour installer les réservoirs et tout l'équipement sur le site, tout d'un coup, vous réalisez qu'il faut qu'on parte la centrale à plein régime. Alors, on aurait un site qui a coûté 75 millions et qui servirait à quoi? Bon, c'est possible qu'une situation comme ça se produise, dépendamment des industries qui viendraient s'implanter, mais c'est peu probable avec ce qu'on voit. On a présentement des surplus de l'ordre de 10 TWh par année. Alors, juste pour les gens dans la salle, pour les fins de la commission d'enquête, des grosses alumineries, ça consomme 3,5 TWh, 4 TWh. Là, on a 10 TWh par année de surplus. Dans l'éventualité que vous avancez, M. le Président, si dans 4-5 ans, le phénomène s'inversait, on a prévu de pouvoir redémarrer la centrale en base, mais là, il ne faut pas perdre de vue que le contrat se termine en 2026. Dans un tel scénario, donc en 2016, on pourrait produire en base pour quelques années, et après ça, on aurait la centrale sous contrat jusqu'en 2036 pour adresser les besoins qui sont toujours là en puissance. Là, il y a quelque chose que j'ai raté. Vous nous dites que le contrat s'arrêterait en 2026, mais quelle partie du contrat? Je pensais que le contrat maintenant, tel qu'autorisé, continuait jusqu'en 2036. Il y a 2 composantes au contrat. Oui. Il y a le contrat de base qui a été signé en 2006, Oui. qui lui a une durée de 20 ans jusqu'en 2026. Tout à fait. Et il y a le contrat qui est la raison d'être ce soir, qui débute en 2016 jusqu'en 2036. Pour l'énergie de pointe. Pour la puissance, oui. Donc, pour la puissance en pointe, il s'arrêterait en 26. Non, c'est le contraire. Non. Il continuerait jusqu'en 36, mais pour pleine puissance, on ne dépasse pas 26. C'est ça. Bon, d'accord. C'est une précision que je n'avais pas vue dans les documents. Alors, à ce moment-là, oui, je comprends. Mais si vous repartez la centrale en énergie de base avant 2026, qu'est-ce qui arrive des installations, le 75 millions, ils ne servent plus, là. On s'entend. Bien, ils vont servir encore, ils vont servir encore à compter de 2026 jusqu'en 2036.
pour la deuxième partie du contrat. Mais comme je vous dis, Monsieur le Président, je ne suis pas devin, là, mais les chances ou les probabilités qu'un tel scénario se concrétise sont très minces. Avec les surplus que l'on observe, il faudrait qu'il y ait quelques alumineries qui s'implantent rapidement, juste pour effacer les surplus en énergie que l'on a présentement au Québec. D'accord. Votre deuxième question? Bon, suite à tout ce qui a été dit, est-ce une bargain pour la société québécoise? Puis l'actionnaire principal, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire tous les contribuables, est-ce une bargain de payer 2 milliards de dollars pour une centrale qui ne fonctionne pas et 75 millions et tout ça pour une société, pour une entreprise qui va fonctionner 100 heures par année? Donc, est-ce que c'est une bargain au point de vue économique? Je reformule. Vous avez compris la question de monsieur. Alors, vous pouvez peut-être amorcer une première réponse. Moi, je continuerai un peu là-dessus. Oui. Ce qui est important, que je n'ai pas eu de la chance d'exprimer encore, c'est qu'on est responsable de la planification des approvisionnements, mais on est également responsable, le distributeur, d'assurer la fiabilité des approvisionnements. Et on a plusieurs organismes de réglementation qui nous surveillent et auprès desquels on doit rendre compte, dont un organisme nord-américain, le NPCC, auquel on dépose nos bilans de puissance et qu'on doit démontrer que nos bilans assurent la fiabilité de l'approvisionnement. Pour répondre à la question de monsieur, du bargain, comme il dit, le meilleur comparable que l'on a pour un contrat de puissance, c'est l'appel de puissance qu'on a lancé, l'appel d'offres de puissance qu'on a lancé en 2015 pour un bloc de 500 MW. Donc, c'est à peu près similaire à ce qu'on a ici aujourd'hui. Et le meilleur soumissionnaire, le plus bas soumissionnaire pour les clients du Québec, c'est le producteur qui a soumissionné. Il aurait pu ne pas soumissionner, mais il a soumissionné. Et c'est lui qui avait le meilleur prix. Et le prix qu'il nous a offert, c'était 106 $ du kilowatt. Le contrat avec TCE Gaz Métro dont on parle ici ce soir, c'est un contrat qui revient à 55 $ du kilowatt. Donc, c'est la moitié moins cher que le contrat tout récent qu'on a signé en 2015. Et sur une période de 20 ans, pour les gens ici dans la salle, ça représente plus de 500 millions de dollars de moins pour ce contrat-là ce soir versus celui qu'on a signé l'an dernier.